la dernière fois, il me semblait que je m'étais arrêtée là-dessus. Et donc, je vous disais que le sujet qui s'oriente donc vers la psychose, hein, c'est qu'il n'a pas eu accès au complexe d'Oedipe. Hein, ça a été un rendez-vous loupé. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu accès au complexe d'Oedipe qu'il n'y a pas eu d'Oedipe. Hein. C'est très important, ça, très important, parce qu'à un moment donné, ça s'est quand même présenté. Hein. Ça s'est présenté contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà, on va voir ça. Hein, on va voir ça ensemble et on va en discuter. En fait, la forclusion, c'est quoi? C'est une histoire de tempo. Hein. Pour mieux la comprendre, hein, pour mieux comprendre cette notion qui a quand même été repérée par Lacan, hein, d'abord, je reviens un peu en arrière, juste avant cette histoire de complexe d'Oedipe. Alors, juste avant, l'enfant baigne dans une jouissance fusionnelle, hein, qu'il partage avec sa mère. Voilà, il est l'objet de la mère, hein, et vice-versa, elle est son objet de jouissance. Hein. Entre eux, ça se cherche, ça s'excite sans limite, hein, il y a tous ces soins maternels, ces bisous, etc. Voilà, ça se passe comme ça entre eux, c'est la jouissance partagée, jouissance maternelle. Ensuite, dans le tempo du développement de la structure, tout enfant passe au stade suivant, il arrive au seuil du stade phallique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au stade phallique? Eh bien là, il y a 2 temps. Il se passe 2 temps. Premier temps, hein, pour l'enfant qui prendra la voie de la névrose, et tout comme celui qui prendra d'ailleurs la voie de la psychose. Hein, tous les deux, hein, c'est la zone génitale qui s'éveille. Hein, c'est quand l'enfant prend connaissance donc de son organe sexuel. Hein, c'est ce moment-là qui le fait entrer en direct dans le premier temps du stade phallique, hein, que ce soit future névrose ou future psychose. Donc, c'est l'excitation érotique assurée. Hein, c'est irrésistible. C'est-à-dire que l'enfant se rend compte qu'il peut se satisfaire tout seul à partir de sa propre pulsion. Hein. Il a prise dessus, on va dire, sur sa pulsion. Hein. Il a prise dessus par un acte masturbatoire. Du coup, ça l'extirpe de la jouissance maternelle. Hein. Sauf que cette première prise d'indépendance, c'est-à-dire cette séparation-là, c'est une séparation avec la jouissance de sa mère, c'est extrêmement culpabilisant pour lui. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'enfant ne peut pas faire autrement pour se sortir de cette culpabilité que de convoquer lui-même, alors en fantasme, hein, il convoque en fantasme un père, il convoque un père en fantasme, un père qui punit. Voilà. Sauf que cet appel adressé au père, hein, ce père qui doit s'introduire, qui s'introduit donc dans le champ, qui a besoin de s'introduire dans le champ maternel, hein, l'ébauche de ce fantasme-là, est un point de conjonction de 2 appels, de 2 convocations. C'est-à-dire que le père est convoqué 2 fois. Parce que si l'enfant appelle le père pour constater son émancipation auto-érotique, hein, il lui réclame donc d'en être puni de cette excitation auto-érotique, la mère, elle, de son côté, elle aussi fait appel au père parce qu'elle ne supporte pas la jouissance érotique de son enfant en dehors d'elle. Hein. Alors, histoire de le culpabiliser encore plus, bon, j'exagère un peu dans les termes, mais il y a quelque chose comme ça, elle avertit que s'il continue à se tripoter, ce que quand même se dit couramment, elle va en parler à son père. Vous voyez? Donc, elle appelle le père. En gros, l'enfant se sent coupable de trahir en secret sa mère et elle lui fait bien sentir, hein, elle lui signifie bien qu'elle se sent trahie. En tout cas,
en tout cas, il y a ici, ce qui est très important à noter, hein, il y a ici 3 personnes qui se convoquent dans le fantasme, donc qui se convoquent dans le scénario de cette scène primitive. Hein. Et on va voir que c'est là qu'il va y avoir un problème. Alors, en attendant de voir le problème, hein, en attendant, tous les enfants entrent donc dans ce premier temps phallique. Hein, ça s'adresse à tous les enfants. Ceux qui vont être propulsés sur une organisation psychotique, eux aussi font connaissance avec leur génitalité et se rendent compte qu'ils peuvent s'auto-satisfaire de leurs propres pulsions. Voilà. Ça s'érotise pour eux aussi, en dehors de la fusion maternelle. Sauf que c'est à partir de cette double convocation, cette double appel du père, que les difficultés psychiques commencent pour eux. Parce que dans le développement normal de l'enfant, ce fantasme du père, ce père fantasmé par lui, il est invariablement missionné d'une fonction, une fonction qui se met au travail à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est lui, ce père qui est fantasmé, ce n'est pas le père réel, c'est le père fantasmé. C'est lui qui ouvre l'accès au deuxième temps du stade phallique. Voilà, c'est-à-dire ce qui pose problème, c'est à cet endroit-là que ça peut poser problème pour ceux qui se préparent sur la voie de la psychose. Voilà, c'est-à-dire ce deuxième temps dans la névrose, c'est d'abord quoi? La puissance de la culpabilité qui attise chez l'enfant le fantasme donc d'être battu par le père, qui lui se rabat, donc le fantasme et le père avec, qui se rabat plein pot sur sa jouissance coupable. Donc, plus ça se passe comme ça, plus le père est fantasmé comme celui qui punit, plus l'enfant jouit de pouvoir se masturber. Et puis, on va dire que c'est un peu comme un confesse. Voilà. Plus on confesse ces actes transgressifs, plus on est châtié, et plus donc, comme on est châtié, on s'autorise à recommencer, puisque la sanction sera de toute façon, au bout du compte, au rendez-vous. Voilà. Donc ça, c'est un fantasme de l'enfant battu par le père, père du fantasme. C'est un fantasme très excitant et aussi très masochiste, très masochiste. Et puis, il concerne tout aussi bien les filles que les garçons. Les deux sexes vivent le même fantasme. Ensuite, ce tiers, ce père qui pousse d'autant plus à l'érotisation, sa première fonction de punisseur, sa première fonction de punisseur une fois exaucée, ça le promue comme père de l'Oedipe à ce moment-là. Alors, comment ça le promue comme père de l'Oedipe? En ramenant finalement à lui le désir de la mère. Parce que sa deuxième fonction consiste du coup à quoi? À valider le décollement de l'enfant de la fusion maternelle. Il se décolle de ce réel-là, la fusion maternelle. Il se décolle de ce réel-là en l'excluant. Donc, l'enfant se décolle de ce réel-là et il est décollé par le père. Et le père, il le décolle en l'excluant carrément de la scène primitive. Cette jouissance maternelle dont l'enfant s'est d'abord lui-même extrait, finalement, pour finir, ça lui est définitivement interdit, pour le coup. Voilà. Donc, c'est définitivement, c'est-à-dire que ça devient définitivement barré pour lui. Il n'y a plus de retour possible. Et donc, ce réel-là, c'est perdu. Du coup, l'enfant n'est plus tout pour sa mère, il n'est plus son unique objet, il n'est plus immortel, il n'est plus invincible. Le père investi de sa fonction oedipienne, a mis des bords à la pulsion de l'enfant en lui supprimant l'objet de son érotisme. Voilà. Alors, ce qui a fait advenir l'enfant,
à son désir, hein. C'est-à-dire que sa jouissance, à ce moment-là, se permute en désir. Comme on le sait, hein, on désire ce qu'on n'a pas, alors qu'avec la jouissance, tout est là. Donc, à partir de là, le désir de l'enfant conservera toujours à sa pointe sa visée oedipienne. C'est-à-dire qu'il aura toujours en vue cet objet d'amour originaire, hein, qui est derrière, et qui se fera irretrouvable. Mais il le cherchera toujours devant, hein. C'est ça le complexe d'Oedipe, hein. C'est un désir finalement qui nous colle à vie. Voilà. Alors voilà, en gros, c'est ça les deux temps qui se succèdent au stade phallique, hein. Sauf que quand c'est la forclusion qui scande le développement de l'enfant à la place du père, hein, forcément sa fonction à lui, hein, ne peut pas opérer jusqu'à la formation du complexe oedipien. C'est-à-dire que la forclusion, elle va s'inscrire au cours du stade phallique, hein, dans ce tempo qui est justement amené par le père. C'est-à-dire, à un moment donné, ça rate, hein. C'est loupé juste à l'entrée de l'Oedipe, hein. L'Oedipe, finalement, quelque part, il a une date de péremption. C'est-à-dire que le temps nécessaire pour y rentrer, à un moment donné, c'est dépassé, hein. C'est dépassé. En gros, l'entrée dans le complexe d'Oedipe s'impose, hein, il s'impose juste après l'accès à la masturbation, hein. Quand la jouissance s'auto-érotise, là, l'Oedipe se pointe. Mais il y a forclusion quand ce temps-là devient caduc, parce que l'enfant n'a jamais pu rencontrer donc les paramètres d'un tiers qui lui barre définitivement la jouissance maternelle. Sa propre jouissance n'a jamais pu se permuter en désir. Voilà, tout est resté là. Le réel est toujours collé là, hein. Du coup, l'accès à l'Oedipe, c'est forclos, hein, et ce n'est pas rattrapable. Ce n'est pas rattrapable au niveau du fondement structural. Ce n'est pas rattrapable. Après, on peut agencer les choses, colmater les choses, etc., hein, mais ce n'est pas rattrapable en tant que complexe d'Oedipe, voilà, au niveau de la structure. Alors, qu'est-ce qui a manqué chez cet enfant qui va basculer dans la psychose, hein? Qu'est-ce qui lui a manqué? On revient un petit peu en arrière, il était immergé dans la jouissance maternelle, hein, il était immergé dans une exclusivité, une surenchère d'excitation, et lui aussi a accédé, comme je vous le disais, à l'auto-érotisme, hein, qui lui a fait franchir donc le stade phallique. Et donc lui aussi, au seuil de cette étape, hein, il appelle le père. Lui aussi, il appelle le père. Comme tous les autres enfants, il appelle le père de l'Oedipe, hein, c'est-à-dire celui qui dégage la mère, hein. Il a besoin de respirer quelque part, il a besoin d'oxygène. Donc, il l'appelle, hein, même à grands cris, avec toutes les angoisses qui motivent son appel. Il l'appelle avec ses terreurs, hein, ses terreurs nocturnes, ses cauchemars, avec ses crises de violence, des crises de violence surtout envers sa mère, avec ses comportements, des comportements qu'on peut voir à l'école maternelle, etc., hein. Sauf que à la place du père, hein, c'est un trou qui lui répond, hein. Et du coup, le temps imparti pour la réponse, hein, que le père devait apporter, eh ben, ce temps-là se forclôt au-dessus de ce trou. À un moment, c'est trop tard, hein. À un moment, c'est trop tard. Il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu la réponse à l'appel de la fonction oedipienne. Voilà, il n'y a pas eu de réponse de la part d'un père. Du coup, la porte, hein, qui ouvre sur le complexe d'Oedipe, hein, qui était sur le point de s'ouvrir, eh ben, ça se referme, elle était entrebâillée, eh ben, ça se referme aussi sec devant lui. Alors, pourquoi ce trou
à la place du père. Pourquoi le père ne répond pas à l'appel de l'enfant, hein? Eh ben, c'est uniquement parce qu'il n'a jamais existé dans la tête de la mère. Le père n'a pas été la conjonction, finalement, d'une double convocation, hein. Il n'a pas été la conjonction d'un double appel, hein. Si lui, l'enfant, l'a appelé en fantasme, sa mère, elle n'a pas fait appel à lui pour mettre fin, hein, à la jouissance dérangeante de son enfant. Et c'est là que ça rate. C'est là que ça rate. C'est avec son enfant qu'elle fait couple, hein. Son enfant peut toujours se masturber, c'est elle qui en jouit plein pot. Voilà. Alors ça, je l'ai entendu de la part d'une mère qui a raconté à sa fille qu'elle l'avait conçue toute seule et sans papa. Alors, cette mère refuse qu'un homme ait pu participer à sa conception, hein, malgré ma question, voilà, hein. Pourtant, quand le mot papa a été prononcé, hein, dans la séance, hein, ça a été le seul instant où sa fille est sortie donc de sa torpeur. Le père n'existait pas pour la mère, hein, la père n'existait pas pour la mère, donc imaginez pour l'enfant, hein. La pauvre enfant, hein, à 10 ans, hein, j'ai vu qu'elle n'arrivait même pas à s'orienter dans le bureau, elle n'arrivait pas à trouver la sortie. C'était vraiment très triste. C'est-à-dire que tellement, elle était enfermée seule, hein, dans la tête de sa mère, sans la perspective, hein, qu'il y ait quelque part une troisième personne. Voilà. Pourtant, même si le père est absent, hein, même s'il est mort, même s'il est remarié, même si c'est une femme, hein, qui est la compagne de la mère, hein, même si c'est un donneur anonyme, le père, comme tiers, hein, peut endosser sa fonction de séparation et faire permuter la jouissance de l'enfant en désir oedipien, juste parce qu'il est nommé et donc appelé par la mère, et ça au minimum le temps de la conception. Vous voyez, ce n'est pas la peine qu'il soit présent toute la vie. De savoir que sa mère a désiré une autre personne que lui, hein, au moins juste le temps de la conception, eh ben, ça aide l'enfant à apercevoir dans son propre espace psychique, hein, dans son propre espace structural, l'angle d'une perspective où un autre existe. Ça lui évite la psychose. Voilà. Savoir comment on a été conçu, eh ben, c'est crucial dans le développement de la structure. La fonction du père, hein, tient à ce fil-là. C'est toute la question des théories sexuelles infantiles, hein. La scène primitive doit toujours être possible à fantasmer, hein. Sinon, c'est la psychose. C'est-à-dire qu'à cet enfant de 10 ans, hein, la mère lui fait croire qu'elle a été engendrée sans l'apport d'un autre. Voilà, hein. Dans l'imaginaire de cet enfant, forcément, la scène primitive, elle n'est pas représentable, hein. Là, sa théorie sexuelle infantile participe à la mise en place de la forclusion, hein. À sa question, hein, d'où viennent les bébés, la réponse ne s'est jamais animée, ne s'est jamais arrimée, hein, ne s'est jamais attachée, arrimée à la structure. Ça fait trou. Voilà, hein, c'est à cette question-là qu'on voit les enfants quand ils sont psychotiques. Alors, ça me fait penser aussi à un adolescent schizophrène, hein. Ça me fait penser à un adolescent schizophrène qui dit que sa mère, lui, il dit que sa mère n'a été pour lui qu'une mère porteuse. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, hein, sa propre conception, hein, est là aussi fort close, hein. Impossible pour lui d'imaginer sa mère dans une scène primitive, hein. À sa question d'où viennent les bébés, eh ben lui, sa théorie s'arrête au ventre de sa mère, dans lequel eh ben, il s'est également auto-engendré.
Donc, dans la forclusion, ce qui est forclos, c'est de pouvoir se décoller du réel pour permettre la triangulation oedipienne, qui a visé, comme on le sait, sa visée finale, c'est la castration symbolique. Et ça, il n'y a qu'une personne, voilà, qui peut endosser cette fonction. C'est la personne. Finalement, ce n'est pas forcément le père de l'enfant, c'est la personne qui a été désirée par la mère, même un court instant, même si c'est une autre femme, même si c'est juste le temps d'un acte sexuel. Voilà, l'enfant, il a vu, il a entendu, il a saisi que sa mère avait désiré quelqu'un, a désiré quelqu'un d'autre que lui. Alors, attention quand même, attention, parce que la clinique, elle est hyper intéressante. Malgré la forclusion, l'accès au stade phallique a eu la possibilité quand même d'être amorcé. C'est ce que je disais au début. Sinon, il s'agirait d'une psychose infantile. Voilà. Donc, le passage à l'auto-érotisme a bien eu lieu. Il y a bien eu un passage masturbatoire qui a amorcé une prise d'indépendance par rapport à la jouissance maternelle. Donc, ça n'empêche pas au sujet d'avoir une sexualité. Bien au contraire, de ce côté-là, il n'y a pas l'inhibition. Il n'y a pas l'inhibition que pourraient rencontrer, par exemple, les névrosés, certains névrosés. C'est même l'orgasme à tous les coups, presque. Il s'agit bien d'une sexualité chez les personnes qui sont parties sur la voie psychotique. Ils ont bien une sexualité à deux. Mais cette sexualité à deux prend quand même surtout une dimension masturbatoire. Une dimension masturbatoire, et c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette sexualité-là, on n'est pas dans l'altérité ou dans l'hétérogène, je veux dire. Et justement, ça, c'est très important. C'est très important. C'est-à-dire que si la fonction paternelle de séparation est absente, et donc incapable de mettre des bords, c'est la sexualité elle-même qui met les limites à la jouissance fusionnelle. C'est-à-dire que c'est son effet masturbatoire qui fait acte de séparation, comme quand le sujet était enfant et qu'il découvrait qu'il pouvait jouir en dehors de la mère. C'est le seul moment où le sujet psychotique peut se dégager en fait de la jouissance maternelle et donc décoller du réel quand il est dans l'acte sexuel. Voilà. En fait, quand il est dans l'acte sexuel, c'est un instant furtif, où l'excitation du sujet fait remémorer ce père du fantasme. Ça fait remémorer ce père du fantasme qui a été appelé en vain autrefois. C'est-à-dire que dans l'acte sexuel, cet appel du père réapparaît et vient quand même défier la forclusion. Voilà, ça fantasme juste pile poil à ce moment-là. C'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est bien que les sujets psychotiques puissent justement avoir une sexualité pour se délivrer. Voilà. Souvent, ils ont une sexualité plutôt abondante, je crois. Voilà, je vais arrêter là et puis